tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul et le consultant en communication Damien Gouy-Perret. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Et face à vous aujourd'hui, l'ancien élu écologiste lyonnais Étienne Tête. Bonjour Étienne. Bonjour. 3 sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, l'Olympique lyonnais et l'environnement, Grégory Doucet et la vidéoprotection, et puis le vœu des échevins, une nouvelle formule. Messieurs, je vous propose de débuter avec l'une des polémiques de la semaine qui est née de la conférence de presse lundi du Paris Saint-Germain, qui avait mis en lumière les pratiques parfois dépassées, archaïques des clubs de football. À la condescendance des Parisiens, l'Olympique lyonnais a souhaité répondre avec une promesse, celle de montrer l'exemple. L'objectif est notamment de réduire de 20% la consommation d'énergie des infrastructures du club, mais aussi de privilégier davantage le train et le bus pour les déplacements. La question est donc de savoir si l'OL peut faire de vrais progrès ou s'il est condamné à faire du greenwashing. On va commencer avec vous, Raphaël, puis Damien, puis on laissera Étienne Tête se faire plaisir ensuite. Raphaël ? Jean-Michel Aulas, c'est un homme rationnel et puis il préside un business. Et là, sa clientèle le demande, très clairement. Si vous allez au stade depuis le début de la saison, j'ai suivi un peu les matchs. Le stade est encore jamais plein. Il le sera, je pense, pour l'avenue du Paris Saint-Germain, bien sûr. Mais il ne peut pas prendre le risque de se ringardiser complètement, alors que la jeunesse, en ce moment, a des attentes sur la question écologique, que potentiellement, c'est une partie de son public. Il faut bien qu'il envoie des signes après la petite séquence médiatique qu'il y a eu à Paris en début de semaine. Damien ? Je crois que c'est un malin, Jean-Michel Aulas. Il a saisi l'occasion de la mauvaise sortie du PSG pour se faire un petit coup de com'. Je pense que de toute façon, il n'aura pas le choix de faire. Je pense que personne n'aura le choix de faire. Ces gens-là, ils sont censés être exemplaires, tout le monde les regarde. Donc il a fallu qu'il envoie un message, qu'il fasse de la com'. Je ne sais pas s'il va aller très loin dans sa démarche, mais au moins, il a eu le mérite d'envoyer un message. Et c'est plutôt positif. Ces gens-là qu'on suit, qui sont censés être exemplaires pour plein de gens, doivent au moins faire passer le message, à défaut de faire, au moins faire. Alors Étienne Tête ne nous contredira pas, mais on pourrait dire, de toute façon, le mal est fait. Dès lors qu'il a déménagé son stade à Dessines, plutôt que de rénover le stade de Gerland et l'investir, en termes de bilan carbone, les dégâts ont déjà été faits. En fait, ce qu'il a annoncé cette semaine, c'est qu'il va tenir les promesses qu'il avait faites à l'époque, quand il a lancé le grand stade, puisque pour faire passer la pilule, on nous avait dit, vous avez promis un stade tout à fait écologique avec des panneaux solaires sur le toit. Ça a été abandonné en cours de route parce que c'était trop cher. Là, finalement, ils mettent enfin le paquet là-dessus. Les panneaux solaires qui se retrouvent du coup sur le parking et qui permettraient au Groupama Stadium d'être, en tout cas de payer 80% de la facture d'énergie du Groupama Stadium. Raphaël le disait, Étienne, vous aviez qualifié évidemment le projet du Grand Stade contre lequel vous vous êtes battu de projet écocide. Aujourd'hui, Jean-Michel Aulas qui se mue en guide protecteur de la nature, vous applaudissez des deux mains ou vous y croyez pas trop ? Alors, moi, j'y crois pas trop, mais j'allais dire, je ne vais pas être vraiment divergent. C'est un produit de communication, comme il l'a toujours fait. C'est un grand communicant. Et il saisit, toutes les occasions pour faire de la communication, jusqu'à l'inventation de son string. Je ne sais pas s'il en a beaucoup vendu, simplement pour parler que les femmes peuvent venir aussi à son stade. Rappelons-nous, donc, il a fait que de la communication. Et parmi la communication, évidemment, il y a le grand mensonge que vous avez rappelé, qui a été de promettre un toit photovoltaïque sur le stade. Or, ce toit, il n'a jamais eu lieu. C'était la première mesure environnementale de l'étude d'impact qui représentait 80% des mesures environnementales et il ne l'a pas réalisé. Et il n'a jamais voulu le réaliser puisqu'on sait aujourd'hui que vu la qualité des pylônes qu'il a mis en place pour porter un toit finalement assez léger, puisque la base c'est de la toile un peu améliorée, c'est pas de la toile, mais c'est là, il n'a jamais eu la volonté de faire le toit photovoltaïque. Donc on le sait aujourd'hui, il a demandé un permis modificatif sur lequel personne n'a eu le droit de dire quoi que ce soit. Donc on est dans un système où il a construit sur le mensonge son projet, et à juste titre, le projet est écocide, parce que tous les jours, enfin plutôt les 23 matchs par an, ou 30 matchs par an suivant les années, mais tous les jours de ces matchs, il y a une atteinte à l'environnement supérieure à celle de Gerland, puisqu'on va plus loin, les gens se déplacent de plus loin pour y aller. Donc tous les jours, le bilan carbone est plus mauvais que celui de Gerland. Donc la note est trop salée depuis le début, et quoi qu'il fasse, il ne pourra jamais la compenser. Elle est trop salée au moment de la construction, puisque c'est un projet totalement nouveau, avec tous les effets d'un projet nouveau, mais c'est surtout, c'est que comme il est moins centre-ville, tous les jours, le bilan, chaque fois qu'on l'utilise,
il a un bilan carbone plus mauvais que celui de Gerland. Là, on s'est concentré sur les infrastructures et sur les déplacements. On sait que l'Olympique Lyonnais est friand, que ce soit pour les garçons ou pour les filles, de proposer beaucoup de déplacements en jet. Il y a aussi la question des bus qui partent à vide pour rejoindre l'équipe dans la ville où ils sont basés et où ils sont allés en avion pour ensuite faire les déplacements sur place. Est-ce que là aussi, vous pensez que concrètement, vraiment, l'OL peut faire des efforts ou il y a aussi des problèmes de récupération des systèmes? Damien? Je suis persuadé que Jean-Michel Aulas, par souci de communication, va faire quelques efforts dans ce domaine-là. Après, il faut quand même entendre le fait que déplacer des stars, c'est compliqué en train. En bus, oui, mais quand vous avez des trajets qui sont très longs, c'est compliqué. Je pense que le PSG s'est mis un peu le doigt dans l'œil en voulant faire de l'humour. Ils savaient très bien à l'avance ce qu'ils allaient sortir. Ils ont trouvé que c'était drôle. Ça a permis au moins de mettre le sujet sur la table, c'est l'avantage. Aujourd'hui, déplacer des équipes de 40, 50 personnes, parce qu'il n'y a pas que les 11 joueurs, il y a les remplaçants, il y a tout le staff, les kinés, etc. En toute sécurité, c'est quand même compliqué dans un train, quoi qu'en dise la SNCF. Donc je pense qu'il y aura... Non, c'est pas dangereux. Ce qui est dangereux, c'est l'exposition à des attentats, l'exposition à des gens qui sont des fans, etc. C'est ça qui peut être dangereux. Quand il avait été question, François Hollande se déplace en train à l'époque, il l'a fait une fois, et quand ils se sont aperçus qu'il fallait bloquer un train complet, arrêter une gare, etc., c'était compliqué. Je pense que quand on a 11 ou 20 stars de foot dans cette situation-là, ça risque d'être compliqué. Donc, on peut comprendre qu'il ne le fasse pas systématiquement. En revanche, je suis persuadé que Jean-Michel Aulas aura à cœur de faire des déplacements en bus quand ça sera à des distances raisonnables. Après, faire voyager des joueurs de foot pendant 7 heures, 8 heures, avant un match, 7 heures, 8 heures après un match, c'est quand même compliqué. Ce sont des gens qui restent fragiles. Oui, Étienne, vous avez une formation médicale là-dessus. Sur la récupération, sur la préparation. Oui, non, mais enfin, bon, c'est pas ma spécialité médicale, mais non, simplement, moi, deux observations. On va mettre en place une règle qui va s'appliquer à tous les citoyens, et il faut le faire, c'est quand vous êtes à moins de temps d'une distance, qui est encore en débat, vous n'avez plus le droit de prendre l'avion, vous devez obligatoirement, effectivement, prendre le train ou autre chose. Vous ne pourrez plus prendre l'avion, par exemple, il n'y a plus de raison qu'on prenne l'avion entre Lyon et Paris. Hein, ça représente à peu près 14% de l'activité de l'aéroport Saint-Exupéry, elle doit disparaître, c'est un non-sens. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'Aulas fait de la communication alors qu'il a vendu. C'est-à-dire que de toute façon, tout ce qu'il dit, ce n'est pas lui qui devra le faire, hein, puisqu'il n'est plus propriétaire, donc les décisions seront prises par les Américains. Donc là aussi, nous avons annoncé il y a longtemps que toute cette opération de grand stade, c'était une opération de valorisation de son patrimoine. Il fait une importante plus-value, hein, supérieure encore aux 240 millions d'euros du contribuable qui ont été nécessaires pour tous les aménagements autour de son stade. On est dans un scandale et on continue dans le scandale. Raphaël, un dernier mot. Il y a deux réponses. C'est que, évidemment, il va falloir qu'il fasse des efforts et la solution la plus évidente, c'est pour les matchs qui ne sont pas trop loin, c'est le bus. Ça, effectivement, ils peuvent en faire plus. Mais après, ayons l'honnêteté de dire que ça ne dépend pas que des clubs de foot. Parce qu'effectivement, pour les rapatrier en train, ça demande une organisation. Des fois, ça pourrait demander on a entendu après cette polémique que les trains roulent la nuit, donc ça pose d'autres problèmes. Et là, c'est la SNCF ou le Réseau Ferré de France qui peuvent le gérer. Moi, ce que je retiens quand même de cet épisode, finalement, c'est qu'on a presque envie de remercier le PSG d'avoir mis ce sujet sur l'actualité. C'est ce que font les élus écologistes lyonnais, d'ailleurs. Oui, bah, c'est pas faux. Et ce qui est effarant, par contre, c'est de voir. Je crois qu'il ne doit pas y avoir un seul membre du gouvernement qui n'a pas réagi sur cette histoire. Il n'y a pas un député de la majorité qui n'a pas réagi sur cette histoire. Mais enfin, gouvernement, quand on est député, on est en charge de la régulation, on est en charge de la planification. Quand on entend Bruno Genesio, ancien entraîneur de l'OL, dire les politiques ont peut-être un peu plus de responsabilité dans la crise climatique que les joueurs de football, c'est difficile de lui donner tort. Là, il y a quand même un gouvernement qui s'est fait à bon dos une opération de communication sur un club de foot. C'était relativement populaire, mais il y a quelque chose qui était relativement indécent quand même aussi. Allez, je vous propose de passer à notre deuxième sujet. Ce vendredi, Gérald Darmanin est à Lyon pour faire un point sur la sécurité et rencontrer Grégory Doucet à l'Hôtel de Ville.
La semaine dernière, nous revenions sur leur passe d'armes de l'été. Je vous propose du coup de nous concentrer aujourd'hui sur ce qui a été à l'origine de leur brouille l'an dernier après une fusillade à la Duchère. C'est la question de la vidéoprotection ou vidéosurveillance, c'est selon. On attend depuis 2 ans un audit de la mairie sur la question. Grégory Doucet refuse de donner accès à ces caméras aux policiers nationaux. Bref, il y a une position qui est assez floue, attentiste sur la question. Damien, est-ce que c'est possible selon vous de rester sur cette position comme cela jusqu'à la fin du mandat ? La position attentiste, non. Avoir une position contre le développement de la vidéoprotection ou pour le développement de la vidéoprotection... Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il n'a voilà, pas tranché. En fait, la position sur laquelle il ne peut pas rester, c'est celle où il ne dit rien. Après, c'est son choix. Après, les Lyonnais trancheront. Est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort? La vraie problématique aujourd'hui, c'est qu'il n'annonce rien du tout. Et quand il parle de vidéoprotection, il ment, comme je l'ai dit la semaine dernière déjà, puisqu'il annonce qu'il est équipé, mais il oublie de dire qu'une partie de cette vidéoprotection ne fonctionne pas, n'est pas dans entretenue. toutes les villes de banlieue d'ailleurs, hein, Et- quelle que soit l'étiquette politique. La plupart de ces caméras dans les quartiers populaires sont souvent abîmées et ne fonctionnent pas. Oui, mais quand Darmanin vient à la Duchère et met en cause le manque de vidéoprotection à la Duchère, c'est parce qu'il y a une partie de ces caméras qui ne fonctionnent pas Il y a et le qui n'ont règlement pas de compte à la permis. Kalachnikov à la de- Duchère, c'est sûr que le Mais problème, c'est la la vidéosurveillance. vidéoprotection, ça, c'est pas l'alpha et l'oméga de la sécurité. Ça permet de résoudre environ 4% des affaires. Ça permet en tout cas de prévenir. C'est ça qui est plutôt pas mal. Et c'est pas le nombre de caméras qui compte. Ce qui compte, c'est le maillage d'un territoire. Une ville comme Lyon devrait être maillée, en tout cas sur ses grands axes, qui permettraient de poursuivre cette délinquance. Il ne s'agit pas forcément de reconnaître les gens sur la vidéoprotection, il s'agit de pouvoir éventuellement les bloquer et Au départ, créer une c'est quand même un règlement souricière. de compte entre gangs rivaux. Hein. Oui, mais quand ces gens-là partent de la Duchère, si la ville de Lyon est maillée, Champagne-Mont-d'Or, etc., ça permet de les poursuivre et d'aller les récupérer après. C'est ça l'avantage de la vidéoprotection, qui plus est, va permettre de résoudre certaines enquêtes, etc., et surtout de prévenir. Quand vous avez des caméras, ça limite quand même le nombre de méfaits parce qu'on sait qu'il y a des caméras. Ça limite, je ne dis pas que c'est l'alpha et l'oméga. Et le problème aujourd'hui du maire de Lyon, c'est que, il ne donne pas de réponse sur sa volonté, il n'a pas fait le point qu'il avait annoncé, et on peut comprendre que Darmanin saisisse cette occasion pour se faire son coup de com'. Parce que Darmanin, plus il a un maire qui ne répond pas, et plus il peut dire en face, j'ai quelqu'un qui ne fait rien. D'ailleurs, on l'a vu, il a fait une interview qui est parue ce matin dans Le Progrès, il doit rencontrer le maire de Lyon à midi, il en remet une couche pour faire monter la sauce, peut-être en espérant que le maire de Lyon, justement, qu'il ne sorte rien de cette discussion, parce que Darmanin, aujourd'hui, ça le sert complètement. Donc on est vraiment dans une communication, dans une guerre d'ego qui sert complètement Darmanin, qui dessert le maire de Lyon complètement, et les Lyonnais sont en attente, n'ont pas de réponse à leurs questions. Raphaël ? Oui, bon après, sur la dernière partie, je suis assez d'accord. C'est-à-dire que là, Grégory Doucet fait un cadeau de communication à Darmanin, Complètement. alors qu'en réalité, on parle quand même d'un vrai problème. Enfin, on ne parle pas de petite délinquance et de ce qui relève de la gestion du maire. Quand c'est la question du trafic de cannabis, parce que c'est ça l'enjeu en réalité, et des gangs rivales qui se battent pour garder un marché, c'est pas le maire qui peut régler cette question-là. C'est des sujets qui sont difficiles déjà pour un ministre de l'Intérieur, mais c'est évidemment des sujets qui sont nationaux. Peut-être qu'on pourrait poser la question d'ailleurs de l'organisation de la légalisation du cannabis. On voit bien que ces logiques de prohibition ne fonctionnent pas. Le débat, il devrait être plutôt sur ce type de sujet que sur savoir si le maire de Lyon a fait suffisamment ou pas à la Duchère pour éviter que les gangs rivaux se battent entre eux. Et en n'ayant pas de position claire et en nous disant qu'au bout de 2 ans et demi, on attend toujours un audit, c'est sûr qu'il offre une porte de sortie à Darmanin. Il a fait une autre erreur en refusant de le voir avant l'été, parce que ça, personne ne le comprend. Dans aucune situation, on comprend qu'un maire refuse de voir un ministre. Je pense que Grégory Doucet a voulu se faire une communication sur le dos de Darmanin, qui n'est pas populaire auprès de son électorat. Je ne sais pas si ça marche auprès de son électorat. J'ai le sentiment que non, puisque aujourd'hui ils reviennent dessus et qu'ils disent qu'ils veulent fermer la séquence, voir Darmanin et travailler plutôt sereinement sur la question de la sécurité. Étienne Tête, vous ne manquiez pas une occasion de dire à Gérard Collomb que la vidéosurveillance, ça coûtait cher et que ça ne servait pas à grand-chose. Ça vous chagrine que Grégory Doucet ne tranche pas et ne dise pas « Nous, les écologistes, on ne veut pas de vidéosurveillance, ou en tout cas, on ne veut pas la développer davantage ». Moi, ce que je constate, c'est que Darmanin ne sait pas lire. Et au moins, Grégory Doucet sait lire. Au moins, le niveau certificat d'études, il n'est pas où on croit. Non, ce qui est scandaleux,
c'est le mensonge permanent des hommes politiques. On a encore, en 2001, quand on arrive, on dit on ne sait pas, on fait des études. Je fais une étude, on en discute avec Jean-Louis Touraine, on a fait sur la ville de Lyon, Qui était l'adjoint à la sécurité à qui l'époque. était à l'adjoint de sécurité, on a fait une étude. On a mis en place, et c'est un homme remarquable, Jean-Louis Touraine, un vrai médecin compétent et tout, et on a mis en place les méthodes scientifiques, j'allais dire, de randomisation, comme on pourrait tester un médicament sur la vidéosurveillance. Et on a constaté tous les deux que ça ne marchait pas. On a recommencé des études avec Gérard Collomb, avec une expertise, une thèse qui est tombée, j'allais dire, en nœud de boudin. Ça n'a toujours pas confirmé que ça marchait. On a fait un colloque avec Gérard Collomb et on a constaté que ça ne marchait pas. Mais maintenant, il ne sait toujours pas lire, Darmanin. Le dernier rapport de la Cour des comptes, sorti en 2021, dit « ça ne marche pas, ça coûte trop cher, il faut arrêter ». Mais Grégory Doucet, il sait lire les rapports de gens indépendant qui s'appelle la Cour des comptes et qui dit « bah oui, moi je constate que je ne sais toujours pas si ça vaut le coup de dépenser là-dessus ». Ça coûte énormément cher. Et ce que les gens ne comprennent pas, j'allais dire, Darmanin, c'est comme les médecins de Molière dans Malade imaginaire, ils savent dire « c'est le foie, c'est le foie, c'est le foie, c'est le foie ». La vidéo, la vidéo, la vidéo. D'abord, sur le plan économique, c'est scandaleux ce que dit Darmanin. Parce que c'est une compétence d'État et l'État veut faire payer les caméras de vidéosurveillance par les communes, et puis je vais m'en servir. Mais attendez, si tu veux des caméras de vidéosurveillance, écoute-moi bien, Darmanin. Propose d'en payer la moitié. Hein Il propose d'en payer la mais moitié. il les paye totalement, c'est pour lui. C'est pour sa compétence qu'il les installe, ces caméras. Pourquoi il les fait installer par les Oui, communes? mais alors, si Grégory Doucet est conscient que ça ne sert à rien, pourquoi il démantèle pas aujourd'hui ce qui, du coup, coûte cher à la mairie? Mais il prend le temps de réfléchir, c'est une Ça fait dépense. 2 ans, hein. Et je veux dire, c'est comme l'espèce d'erreur architecturale devant, j'allais dire, la gare de Perrache. Tout le monde sait que c'est une erreur architecturale. Bah, ça ne se démolit pas du jour au lendemain. Bon, fallait pas le faire. Oui. Est-ce qu'on va le démolir? Eh ben, moi, j'ai toujours dit que c'est une erreur, il ne faut pas démolir Perrache. C'est pareil. Je veux dire, on fait des erreurs, etc. Ce qui a changé, et c'est là où c'est important, c'est que quand on a, sous Raymond Barre, fait de la vidéosurveillance avec tout un discours de prévention, et non pas simplement d'élucidation. Parce que c'est deux choses totalement différentes. Hein. La vidéo d'élucidation et la vidéo qui n'élucide rien. Hein. Je suis avocat, je vois bien ce qu'on a comme image, on voit rien. Bon, mais passons ça. Élucidation, prévention. Quand on est dans la prévention, il faut qu'il y ait des gens qui les regardent au temps réel. Ce n'est pas simplement des caméras qui filment et on va les regarder. Parce que des caméras qui filment et qui tournent comme ça, les gens savent très bien que la probabilité pour être vu sur une caméra qui doit tourner, voir etc., et qui sert en élucidation, est très faible. Elle coûte beaucoup moins cher parce qu'il n'y a pas de personnes derrière. Mais quand vous avez besoin d'avoir des personnes derrière, c'est un personnel énorme. Une personne peut regarder 4 à 6 caméras. Il y a un problème psychologique, des gens qui sont comme ça en permanence à regarder. C'est extrêmement compliqué à gérer le personnel. Il est fatigué. Donc il y a un centre de visiosurveillance à la ville de Lyon qui effectivement regarde de moins en moins de caméras par rapport au nombre de caméras qu'on met. C'est-à-dire que quand on a commencé la vidéosurveillance sur Raymond Barre, on regardait, il y avait une centaine de caméras, on regardait à peu près la moitié des caméras, et aujourd'hui, j'ai plus les chiffres en tête, mais on regarde 1/10 des caméras. Donc voilà, et on voit bien la difficulté du coût économique. Et après, on avait aussi lancé le débat, imaginons même que ça soit efficace. Imaginons même que ça soit efficace. Mais on couvre 3-4% du territoire. Si on voulait couvrir l'intégralité du couvert d'État, j'avais fait le calcul avec les chiffres selon la méthode de Raymond Barre, hein, c'est la méthode d'origine, c'était la moitié du budget de la ville de Lyon qu'il fallait utiliser pour couvrir 100% du territoire. Le prix des caméras a baissé depuis. Non, mais c'est le personnel qui coûte cher. Damien. C'est le personnel. Oui, 100%. La moitié du budget pour 100%. Donc, ça veut dire qu'aussi, si on a ce qu'on appelle l'effet plumeau, c'est-à-dire qu'on renvoie la délinquance, parce que quand on couvre 4-5%, bah, les gens ils vont ailleurs. Donc, on a un effet plumeau. Donc, globalement, rien ne baisse.
Rien ne baisse, sauf que ceux qui ont la caméra, peut-être ça baisse un peu chez eux, et puis c'est le voisin qui se fait cambrioler. Donc ça n'a aucun sens la vidéosurveillance, ça on le sait depuis longtemps, la Cour des comptes l'a dit, on arrête ce genre de bêtises, on a arrêté Super Phoenix, on n'en est pas mort. Hein. Damien, Je visiblement, vais vous ne savez évidemment pas pas lire. être d'accord avec Étienne Tête. Mais moi j'étais scientifique. Les petites communes, oui, mais la science de la Cour des comptes en matière de sécurité, ils savent compter, je ne suis pas sûr qu'ils sachent pertinemment comment on gère la sécurité. Les petites communes autour de Lyon, comme Bron, petites ou moyennes communes, Bron, Rieux, Nyons, qui ont installé de la vidéoprotection, aujourd'hui sont en train de résoudre une énorme partie de leurs problèmes de délinquance. Donc ça fonctionne. La Cour des comptes, elle dit que ça coûte cher, mais c'est le prix de la sécurité, il faut savoir où on met nos priorités. Ensuite, les caméras de l'époque de Raymond Barre et les caméras ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, on a des caméras qui sont à infrarouge qui permettent de voir la nuit une pièce de monnaie, qui sont à 360 degrés et qui sont en réglage automatique quand il y a un mouvement. Ce ne sont plus les caméras d'il y a 10 ans. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie progression. C'est bien pour ça aussi que le parc doit être remis à jour parce qu'il est plus performant et qu'il permet de soulager ces policiers qui sont derrière des écrans parce qu'ils vont être alertés quand la caméra se met en mouvement. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas obligés de rester devant en permanence. Ça, ce sont les nouvelles caméras. Je suis d'accord avec ce que vous dites, Étienne. 5% de caméras dans la ville de Lyon, ça ne permet pas de résoudre tous les problèmes. Il n'est pas question de couvrir la ville de Lyon à 100%. Il est question de mailler intelligemment la ville. Quand on prend les axes structurants et qu'on va de la place Bellecour juste au bout du cours Lafayette, au Totem, ou si on couvre Jean Jaurès, Saxe, Foch, etc., on couvre des axes structurants qui permettent de poursuivre cette délinquance. Si un acte est commis place Jean Massé, on peut suivre cette délinquance jusqu'à l'entrée sur le périphérique. Ça laisse le temps aux forces de police d'intervenir. C'est ça l'intérêt de la vidéoprotection en réalité. La vidéoprotection, c'est pas juste pour dire on protège un endroit. La vidéoprotection intelligente, c'est un maillage. D'ailleurs, Gérard Collomb a pré-câblé le cours Lafayette, même si les caméras ne sont pas installées, parce qu'il a considéré, sous la pression à l'époque des élus du 6e et du 3e arrondissement, qu'effectivement c'était un axe central de la ville de Lyon par lequel pouvaient partir éventuellement des délinquants, comme ça a été le cas dans une partie du 6e, la Cité internationale et la Confluence, parce que justement, ce sont des axes qui permettent de repérer les gens qui partent, en réalité, après leurs méfaits. Et là-dessus, Gérard Collomb prend souvent l'exemple de l'attentat de la Brioche Dorée rue Victor Hugo, où la personne était partie en vélo jusqu'à sa résidence à Oulin, et qu'elle avait été suivie comme ça, à peu près jusqu'à chez elle. C'est-à-dire qu'il y a quand même mais c'est l'Hérodel qui ne fait pas le printemps. C'est-à-dire que le taux de rentabilité pour un cas où on va faire une élucidation, il y a des élucidations. Surtout sur les cas les plus graves. C'est-à-dire que sur les attentats, on le sait maintenant en France, parce qu'on a quand même eu plusieurs situations. On voit que les caméras ont cette utilité-là. Effectivement, ça demande un temps, un nombre d'hommes pour analyser les caméras qui est absolument énorme, donc ça ne marche pas pour la petite délinquance. D'où la demande de la préfecture d'avoir accès aux caméras de la ville de Lyon pour les aider, ce qui est refusé par Grégory Doucet. Oui, c'est quelque chose sur lequel c'est pas clair. Il y a une autre situation sur laquelle les caméras sont plutôt bien accueillies, en tout cas plutôt utiles. C'est les caméras embarquées par les policiers. Au final, on se rend compte que c'est à la fois efficace par rapport au respect de la police et puis en même temps par rapport aux bavures pour éviter les mauvaises interprétations aussi de ce qui s'est fait. On a des éléments de preuve. Voilà, donc il y a des domaines où sur la caméra sur les bavures, pardon. Juste une parenthèse, c'est qu'on a changé la loi et que ce qui était annoncé, c'est que ça allait augmenter les bavures. Maintenant, on a la police qui tire, c'est simplement sur un délit de fuite, quoi. Donc on a un vrai problème quand même aujourd'hui de la législation. On va peut-être laisser passer les enquêtes là-dessus, parce que la législation, elle n'a pas changé grand-chose dans la matière. Si, elle a changé la législation. Elle a changé. Et la bataille de la police pour avoir le régime des gendarmes qui, eux, comme ils étaient militaires, avaient le droit de tirer. Hein, et aujourd'hui, les bavures des gendarmes. Je vous rappelle que le gendarme en question est en garde à vue aujourd'hui. Hein, Pardon ? Je vous rappelle qu'il y a un gendarme en garde à vue justement pour les événements de jeudi. On va peut-être attendre de savoir ce qui s'est passé. Non, mais je parle en général. Il y en a eu plusieurs. Oui, mais c'est vrai que sur ces questions de vidéosurveillance, on voit des camps politiques réagir avant même que l'enquête nous permette de savoir ce qui s'est passé. Donc c'est du côté de LFI, j'ai vu les tweets d'Aurélie Gris par exemple, la police tue sur des simples délits de fuite. C'est repris d'ailleurs en boucle dans les messages d'information sur un simple délit de fuite, etc. Bon, en réalité, c'est peut-être pas un simple délit de fuite, c'est peut-être une mise en danger de la vie d'autrui. Les policiers n'ont le droit de tirer que si effectivement leur vie est menacée ou la vie d'autrui est menacée. Est-ce que c'était le cas là dans les situations présentes? Il faut quand même qui a été classée. Je ne parle pas du commissariat là, je parle de ce qui s'est passé. Quand dans un commissariat, quelqu'un rentre avec un couteau et qui se fait tuer par quelqu'un qui a un revolver, je pense que là, on n'est pas dans la réponse graduée. Parce qu'un couteau, c'est quand même pas dangereux.
Moi, non mais attendez, moi j'ai été dans un service d'urgence de médecine, j'ai eu des patients effectivement complètement délirants, j'en ai un qui m'a menacé avec un couteau, j'ai pas sorti un revolver pour le tuer. On a discuté, on a trouvé des solutions. Effectivement, on lui a offert à boire et on lui a donné un peu de Dorleptan et le problème a été résolu. Voilà, donc il y a un moment, il faut savoir être dans la réponse graduée. Donc moi, je connais le problème aussi, je l'ai confronté, j'ai pris aussi des risques sur ma vie. Moi, je trouve que quand on tire avec un revolver sur quelqu'un qui a un couteau, on n'est pas dans la réponse graduée. On s'est un peu éloigné du débat. Non, mais c'est ça, c'est qu'on est aujourd'hui, c'est un peu éloigné, je l'entends, mais d'un autre côté, on a un discours sécuritaire qui est complètement démesuré et qui ne sert qu'à de la communication, alors qu'en fait, les vrais problèmes de société, ils ne sont pas là. Bon, je vous propose qu'on termine à nouveau avec Grégory Doucet, qui est cette année resté aux portes de la basilique de Fourvière. C'était jeudi. Pas question de participer au vœu des échevins et de remettre l'écu d'or à l'archevêque de Lyon, comme c'est la tradition normalement pour le maire. L'an dernier, Marie-Sophie Obama, la présidente déléguée de l'Asvel féminin, l'avait remplacée dans ce rôle. Et puis cette semaine, c'est le musicien André Manoukian qui a remis l'écu d'or à Olivier de Germay. Est-ce que finalement ce vœu des échevins n'est pas en train de s'appauvrir en termes d'image, d'importance, à cause du boycott de Grégory Doucet qui devrait être un protagoniste central de l'événement? Damien, pour commencer. Je ne crois pas, et autant je n'adhère pas à la démarche de Grégory Doucet qui est de ne pas rentrer dans l'église et de se poser devant, c'est-à-dire je participe mais sans rentrer dans une église, puisque pour moi cet événement est un événement plus culturel que cultuel. Après, il n'est pas le premier à le faire. Non. C'est son choix. Moi, je respecte le fait qu'il n'ait pas envie de rentrer dans une église. Édouard Herriot, notamment, n'y participe. Édouard Herriot, notamment, l'a fait. Je pense qu'on est honnêtement libre à lui. En revanche, je pense qu'il devrait aller jusqu'au bout des choses et ne pas assister du tout à cet événement et rester à la mairie, tout simplement. Effectivement, il n'est pas le premier à le faire. On a vu des contradictions, notamment avec Gérard Collomb, qui est agnostique ou athée, je ne sais plus ce qu'il est précisément, mais qui lui participait et assistait donc à une messe. On pouvait se poser la question de se dire c'est assez étonnant, c'est assez contradictoire. Donc moi, je ne condamne pas le maire de Lyon de ne pas rentrer dans cette église. En revanche, je ne comprends pas pourquoi il pose sa chaise devant l'église. Au final, il ferait mieux de ne pas être là du tout et aller jusqu'au bout de sa démarche. Raphaël, on part effectivement d'une volonté de respecter au maximum la laïcité, mais du coup, il entraîne un changement profond de ce vœu des échevins qui est obligé de se rattraper avec des personnalités, des people. Oui, bon, ça le regarde pas, ça regarde l'Église catholique, ils font bien ce qu'ils veulent. Hein. Ils décident de faire venir une personnalité ils sont un peu représenter les mains liées du fait que le maire, qui est le personnage central de cette cérémonie, ne veut pas venir. Bon, ça, c'est une cérémonie religieuse, les religions s'organisent bien comme elles veulent. Ils ont décidé de faire venir Manoukian, c'est très bien, peut-être que même ça leur fait gagner de nouveaux fidèles, je ne sais pas. Mais c'est vrai que je trouve qu'on fait beaucoup de foin sur cette histoire-là. Sur la laïcité, les écologistes sont souvent taxés d'islamo-gauchisme et essayent de répondre en ayant une pratique cohérente. Donc ils ne veulent pas aller, Grégory Doucet ne veut pas participer à une cérémonie religieuse. C'est pas qu'il ne veut pas rentrer dans l'église, mais c'est qu'il ne veut pas participer à une cérémonie à laquelle hier, Monseigneur de Germay a répété mais qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? Est-ce que vous aimez Jésus? Est-ce que vous aimez Marie? C'est une question qui était posée à l'Assemblée. Il y avait une symbolique. C'est pas non plus une simple manifestation culturelle. C'est une manifestation culturelle. Donc, qui décide de rester devant? L'archevêque de Lyon a tenu le discours inverse l'an passé, justement en réponse à l'absence du maire de Lyon, en disant mais pourquoi ne vient-il pas? Parce que c'est une manifestation culturelle, donc lui-même se contredit. Hein. Par rapport justement à son discours d'hier, hier il a dit exactement l'inverse, justement en disant mais qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que vous aimez Marie, etc. Son discours d'hier est en contradiction totale avec son discours d'il y a un an. Donc là-dessus, et justement, il donne complètement raison au maire de Lyon. Là, pour une fois, je vais aller dans le sens du maire de Lyon, qui dit mais donc je n'ai rien à faire là. Donc je ne comprends pas bien le jeu de l'Église à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui est très contradictoire. Et après que le maire attende dehors, que le maire ne soit pas en opposition avec les religions, puisse célébrer le jeûne du Ramadan, par exemple, la rupture du jeûne, puisse être devant la cathédrale à un moment comme celui-là, qu'est-ce qu'il y a de choquant? En tout cas, en termes de respect de la laïcité, il n'y a rien à redire. Non, ce qui est choquant, c'est que dès qu'il s'agit d'un monument catholique, il ne veut pas y mettre les pieds, mais dès qu'il s'agit d'autres religions, il est prêt à y aller. Ce qui va choquer les catholiques, c'est de dire mais il y a deux poids, deux mesures, c'est tout. Moi, je comprends sa démarche intellectuelle de laïcité, mais dans ce cas-là, il doit se l'appliquer partout.
tout simplement. Je Et pense c'est pas que tout vous à fait le cas. comparez les choses qui n'ont rien à voir. Il ne refuse pas de rentrer dans une église. Il ne veut pas participer à un culte. Mais il rentre dans une église comme il rentre dans une mosquée. Et il va participer à des moments avec des communautés religieuses, mais sans pour autant dire que la ville se soumet à une autorité religieuse. Étienne, grand défenseur de la laïcité, vous comprenez qu'il y a une polémique chaque année désormais sur ce vœu des échevins? Alors la polémique, on peut faire de la polémique. Moi, je ne suis pas très éloigné de ce que vous dites. Je veux dire, il y a toujours, par l'effet de l'histoire, et une histoire qui a varié dans le temps, hein, parce que cette cérémonie qui a lieu, elle n'a pas toujours existé. Elle a existé à l'origine, c'est-à-dire sous la monarchie, et c'était des marchands, ce n'étaient pas des gens élus qui représentaient. Hein. Les échevins, c'était des marchands. Voilà, ça s'est arrêté avec la Révolution française, c'est réapparu progressivement en milieu du 19e, c'est vraiment apparu en 1915 pour faire le rassemblement face à la guerre, etc. Et puis, vous l'avez dit, hein, les maires ont eu des attitudes différentes. Mais c'est pareil avec la République française. Le président de la République est officiellement chanoine du Latran. Alors, personne ne sait ce que c'est, ou on a un peu oublié. C'est une cérémonie qui a lieu chaque fois qu'un président devient de la République. Il va au Vatican et il devient, c'est le rôle symbolique, chanoine du Latran, parce que Henri IV a donné je ne sais plus trop quelle église, et en échange, etc. Il y a des présidents qui y sont allés, il y a d'autres présidents comme Mitterrand de mémoire qui n'y est pas allé, et peut-être François Hollande non plus n'y est pas allé. Voilà, donc chacun en fonction de sa sensibilité. Je crois que le rôle des élus, c'est effectivement d'être dans les aspects laïques des religions, c'est-à-dire la fraternité des religions, le dialogue entre les différentes communautés, le fait qu'on subventionne à la fois des rénovations dans le temple, et à la fois des rénovations dans certain nombre de bâtiments, etc., qu'on a aidé, les communes ont aidé l'installation de mosquées sur le plan de l'urbanisme, etc. Ça, c'est la laïcité pour que tout le monde puisse exprimer sa religion. Mais après, chacun, le fait ou ne le fait pas, va dans l'acte religieux, c'est-à-dire une cérémonie religieuse. Et effectivement, Grégory Doucet n'est pas allé se prosterner dans une mosquée, quoi. Eh bien, c'est sur ce quasi-consensus qu'on termine. Merci messieurs, merci à vous qui nous regardez chaque semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, et je vous dis à la semaine prochaine.